L'Afrique doit-elle encore demander la permission pour s'affirmer? Alors que le monde retient son souffle, une crise inédite éclate autour de la légitimité des dirigeants africains. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, devient le centre d'un bras de fer mondial. 10 pays africains viennent de reconnaître officiellement son autorité, défiant ouvertement un Occident qui refuse de l'admettre. Sur les marchés, la réaction est immédiate. Des milliards de contrats miniers et d'accords d'infrastructure sont brutalement suspendus. Les rédactions paniquent, les investisseurs refont leurs calculs. En quelques heures, l'avenir économique d'un pays, et peut-être d'un continent entier, bascule dans l'incertitude. Mais ce n'est pas la première fois que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Rappelons-nous des années 60, lorsque de grandes figures comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba ou Sékou Touré ont osé défier l'ordre mondial établi, clamant leur droit à l'autodétermination. Pourtant, à chaque proclamation d'indépendance, il fallait encore obtenir l'assentiment, voire la bénédiction, des anciennes puissances coloniales. La question de la légitimité, de qui valide l'autorité africaine, n'a jamais vraiment disparu. Au-delà des chiffres, une interrogation obsédante traverse les continents. Qui détient vraiment le droit de valider ou d'invalider la souveraineté d'un dirigeant africain? Washington, Paris, Abuja, Moscou. Partout, les certitudes vacillent. Le paysage géopolitique mondial se fissure. Et si la souveraineté africaine n'était plus une faveur consentie de l'extérieur, mais un droit repris avec force? Le pari est immense. Si ce débat s'enlise, l'Afrique risque de rester captive de la dépendance et de l'attente, condamnée à l'immobilisme. Mais si cette revendication s'impose, l'équilibre du monde pourrait être bouleversé, forçant chacun à redéfinir sa place, ses alliances et sa vision de la puissance. L'Afrique, longtemps reléguée au second plan, exige soudain de mener le jeu. Pour saisir l'importance de ce moment, il faut revenir à Ouagadougou, là où tout a commencé. C'est dans la capitale burkinabé, en pleine nuit, que le premier domino est tombé. Là, un simple discours a suffi à faire vaciller des décennies de statu quo. Pendant des décennies, la liberté africaine fut un mirage, toujours conditionné, surveillé, jamais accordé sans contrepartie. Les promesses d'indépendance étaient enrobées de nouvelles obligations, chaque avancée masquant des chaînes invisibles. Un continent proclamé libre, mais privé du droit d'écrire ses propres règles. La scène n'est pas sans rappeler les heures sombres du début des années 90, lorsque plusieurs pays africains, sous l'injonction du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ont été contraints d'appliquer des programmes d'ajustement structurel. À cette époque, la souveraineté économique était sacrifiée sur l'autel de la dette et de la discipline budgétaire imposée par l'extérieur. Les conséquences furent désastreuses. Fermeture d'usines, chômage massif, effondrement des systèmes éducatifs et sanitaires. Un véritable choc pour des sociétés qui sortaient à peine de la colonisation politique. Après le départ des colons, l'Afrique a fait face à une domination plus subtile, la néocolonisation. Celle-ci s'est glissée dans les dettes écrasantes, la dépendance à l'aide internationale et l'invasion constante de récits venus d'ailleurs. Au Burkina Faso, cette emprise s'est illustrée de façon implacable. L'économie nationale restait suspendue aux exigences du Fonds monétaire international et d'autres géants financiers, tandis que l'or du pays s'évaporait à l'étranger, laissant la population dans la précarité. Chaque année, près de 900 millions de dollars quittèrent le Burkina Faso sous forme d'intérêts. Dans les mines, des mains burkinabées extrayaient l'or, mais presque rien ne leur revenait. Le minerai filait vers d'autres continents, tandis que les écoles, les hôpitaux et les routes restaient en attente, vides de ce trésor promis. Ce cycle semblait inéluctable. Accepter la dépendance, c'était s'enfermer dans la pauvreté et la tutelle éternelle. Refuser, c'était s'exposer à l'incertitude, rompre avec l'ordre établi, risquer l'isolement. L'Afrique était prise au piège d'un dilemme sans issue apparente. Pour beaucoup, l'exemple de la Côte d'Ivoire au début des années 2000 reste parlant. Lorsque le pays a tenté de diversifier ses partenaires économiques et de renégocier certains accords, il a fait face à des représailles économiques, des gels d'aide et à une instabilité politique orchestrée. Le message était clair. Toute tentative d'autonomie réelle serait sanctionnée.
Puis tout a changé avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ce jeune leader s'est dressé contre la résignation. Il a initié des mesures audacieuses, nationalisation de secteurs stratégiques, contrôle renforcé de l'exploitation minière et, surtout, un engagement ferme pour la souveraineté économique. Pour la première fois, une partie significative des richesses issues de l'or et des autres ressources a été réinvestie dans l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Le Burkina Faso s'est alors engagé sur une voie inédite, cherchant à transformer l'aide en partenariat, l'extraction en valeur ajoutée, la tutelle en fierté retrouvée. Mais ce réveil n'est pas sans conséquences. L'émancipation du pays, et au-delà du continent, vient percuter de front l'ancien système. Ce choc déclenche une crise de légitimité profonde, où se joue désormais l'avenir de l'Afrique. Face à ce bouleversement, les alliances traditionnelles vacillent. Un nouveau rapport de force s'installe, impatient et inquiet d'un côté, déterminé de l'autre. Lorsque l'Afrique s'élie elle-même, l'Occident s'alarme. À Ouagadougou, une scène inédite se joue. 10 États africains signent un pacte historique, reconnaissant officiellement Ibrahim Traoré comme président du Burkina Faso. Dans la grande salle, les drapeaux africains flottent, des poings se lèvent, la fierté irradie. Pour la première fois, la légitimité jaillit du sol africain, non d'une validation étrangère. Ce pacte, rédigé et signé sur la terre burkinabé, devient un totem. L'Afrique prend sa destinée à bras-le-corps, rompant avec des siècles de dépendance envers des puissances lointaines. Le symbole est puissant, presque irréversible. À l'étranger, la réplique est foudroyante. Les marchés mondiaux vacillent, les chaînes occidentales diffusent des alertes en continu, des analystes paniquent, et les aides sont gelées à hauteur de plusieurs milliards de dollars. La presse titre sur la régionalisation du désordre, comme si l'Afrique, en affirmant sa souveraineté, menaçait l'ordre du monde. Les institutions occidentales dénoncent des risques d'instabilité, tandis que, du Sud, l'on salue un bâtisseur prêt à briser les chaînes. Ibrahim Traoré, lui, abolit les tabous. Il annonce la nationalisation des ressources clés et la répartition des bénéfices vers les populations. Il balaie l'aide conditionnée, la jugeant incompatible avec la dignité retrouvée. L'État renégocie les contrats miniers. Désormais, l'or, le coton, le manganèse profitent enfin au pays. Pour la première fois depuis des décennies, les revenus nationaux montent en flèche et des millions sont investis dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Dans les rues, la vague d'orgueil est tangible. Les jeunes arborent le drapeau sur les réseaux, les commerçants constatent un pouvoir d'achat ravivé, les villages investissent selon leurs propres priorités. Les économistes parlent de rattrapage social, mais la mutation est plus profonde. Une conscience panafricaine naît, une population déterminée à bâtir un avenir choisi, non subi. Pour illustrer cette mutation, prenons le cas de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Là, la création d'une coopérative agricole a permis la transformation locale du coton, créant des emplois, augmentant la valeur ajoutée et réduisant la dépendance aux importations de tissus venus d'Asie. Les villageois décident eux-mêmes de l'utilisation des bénéfices, une partie pour l'achat d'outils, une autre pour la scolarisation des enfants du quartier. Cette microéconomie incarne la souveraineté au quotidien. Mais ce réveil a un prix immense. L'Afrique risque l'isolement, des sanctions, la stigmatisation mondiale. Pourtant, en osant ce pari, elle peut conquérir la maîtrise réelle de ses richesses et, surtout, se réapproprier son histoire. La fracture du siècle n'oppose plus dictature et démocratie, mais démocratie sous tutelle et souveraineté assumée. Le monde entier observe. La question n'est plus qui donne la légitimité, mais qui ose la reprendre. Mais cette nouvelle confiance suscite des réactions imprévisibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le prochain geste de Traoré pourrait faire basculer l'équilibre fragile. Face au départ des puissances occidentales, l'Afrique trace ses propres routes. Ce que certains nommaient isolement devient, pour d'autres, l'ouverture d'horizons inédits. Le monde observe, pris de court, alors que la scène internationale se recompose. La Russie et la Chine renforcent leur présence, investissant massivement dans le nucléaire civil, les infrastructures et la technologie. Désormais,
les accords se négocient d'égal à égal, dans une logique de partenariat authentique, loin des anciennes tutelles. Au Sahel, l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Niger et la Guinée, s'impose comme force régionale. Ce front commun défie toute ingérence, encourage le commerce intra-africain et bâtit une autonomie économique nouvelle. Les marchés locaux, jadis étouffés par la concurrence extérieure, renaissent à travers la libre circulation des biens et des savoirs. Des alliés inattendus, du Venezuela à l'Iran, de Cuba à l'Algérie et au Rwanda, apportent leur soutien stratégique. Ils partagent leurs expériences de résistance, leurs compétences dans l'énergie, l'industrie et l'éducation. Une fraternité sud-sud se construit, bien plus solide que les discours officiels. Sur le terrain, la multiplication de projets interafricains démontre que l'autofinancement est désormais possible. Des plans comme Sahel 2030 ou la création de corridors énergétiques reliant plusieurs capitales permettent de contourner les anciennes dépendances. Les banques régionales, épaulées par des fonds souverains, injectent les capitaux là où ils servent vraiment le développement local. Le modèle Traoré, porté par le Burkina Faso, inspire tout le Sud global. Ici, négocier d'égal à égal n'est plus un slogan, mais une réalité quotidienne. La dignité collective devient la boussole, bien plus puissante que n'importe quelle aide conditionnée. Pour la jeunesse, ce nouveau paradigme promet la possibilité de forger sa réputation, sans attendre l'aval de l'étranger. Ce pari sur la souveraineté solidaire n'est pas sans péril. L'émergence d'un nouveau pôle africain attire pression, déstabilisation et incompréhension d'un Occident inquiet. Mais, pour la première fois, l'Afrique fixe ses propres règles, refusant la dépendance pour une construction collective du futur. À mesure que ces dynamiques s'enracinent, une question s'impose. Comment repenser la démocratie et la légitimité quand le continent invente ses propres codes? Le choc de ce nouvel ordre africain ne se limite pas à la géopolitique. Il bouleverse aussi la façon dont le pouvoir, la voix populaire et les institutions sont conçues. Sur quelle fondation bâtir une légitimité qui ne soit plus importée? Prenons l'exemple du Ghana d'après-indépendance. Sous la houlette de Kwame Nkrumah, le pays a tenté de bâtir une démocratie populaire, fondée sur l'autonomie économique et le panafricanisme. Malgré les coups d'État et les pressions extérieures, le rêve d'une légitimité enracinée dans la volonté populaire continue d'inspirer les jeunes générations. Et si la souveraineté prenait racine dans nos gestes les plus simples? Si elle s'exprimait moins dans les discours officiels que dans chaque choix, chaque habitude quotidienne, chaque récit partagé? La souveraineté ne se limite pas à tracer des frontières ou à signer des accords. Elle s'insinue dans l'éducation donnée à nos enfants, dans l'audace d'une petite entreprise qui naît, dans la décision de privilégier ce que produit la terre de nos ancêtres plutôt que d'acheter ce qui vient d'ailleurs. Lorsqu'une école adapte ses programmes à la réalité du pays, lorsqu'un entrepreneur lutte contre l'adversité, lorsqu'une coopérative valorise le mil ou le manioc face au riz importé, la souveraineté se construit, patiemment, sur le terrain. Ce renouveau, certains l'appellent le nouveau panafricanisme. Mais il ne s'agit plus de grandes messes ni de slogans creux. C'est la solidarité concrète, l'innovation partagée, la circulation des savoirs, des ressources, des talents d'un bout à l'autre du continent. Loin des capitales, des jeunes bâtissent des réseaux, mutualisent les investissements, choisissent l'entraide plutôt que la dépendance. Une révolution discrète, faite d'applications mobiles pour les agriculteurs, de fonds qui rapprochent la diaspora et la terre natale, de centres culturels qui célèbrent chaque langue, chaque terroir. À Dakar, par exemple, un collectif de jeunes ingénieurs a mis au point une application permettant aux petits agriculteurs de vendre directement leurs récoltes aux consommateurs urbains. Résultat, la part des revenus captés par les intermédiaires a diminué, et les familles rurales voient leur niveau de vie s'améliorer. C'est une forme de souveraineté, ancrée dans la technologie et l'innovation locale. Se réapproprier le contrôle, c'est aussi réécrire le récit africain. Aujourd'hui, médias, arts, réseaux sociaux ne se contentent plus de relayer l'image de l'Afrique vue d'ailleurs. Ils imposent d'autres regards, font entendre des voix longtemps tues, mettent en lumière des héros ordinaires. Un clip viral, un podcast étudiant, une bande dessinée peuvent suffire à bouleverser le prisme, à changer la perception du monde.
Ainsi, la narration cesse d'être une arme de domination. Elle devient un instrument de fierté, d'émancipation. La portée de cette leçon dépasse de loin le Burkina Faso. Revendiquer l'autonomie, ce n'est pas se replier. C'est retrouver la dignité, maîtriser son destin et inspirer ceux qui, ailleurs, rêvent d'émancipation. Quand un peuple affirme que la légitimité ne s'achète plus à l'étranger, il ouvre une brèche d'espoir pour tous. Mais le risque reste immense. Refuser ce réveil, c'est accepter que d'autres écrivent encore l'histoire à notre place. C'est demeurer simple spectateur d'un monde en mouvement. À l'inverse, s'engager, c'est devenir acteur du changement, ouvrir la voie à la prospérité partagée, et prouver que la souveraineté se forge dans le réel, non dans les discours. Comment, alors, chaque citoyen peut-il contribuer à ce réveil? Premièrement, en valorisant les produits locaux. Privilégier l'achat du beurre de karité du village voisin plutôt qu'une marque importée, c'est soutenir l'économie nationale et pérenniser le savoir-faire traditionnel. Deuxièmement, en transmettant l'histoire africaine, ses résistances, ses victoires et ses rêves, aux plus jeunes. Une nation qui connaît son passé est mieux armée pour inventer son avenir. Troisièmement, en s'engageant dans la vie civique locale. Créer ou rejoindre une coopérative, participer à la gestion d'un marché communal ou simplement voter lors des élections, c'est affirmer sa place dans la construction collective. Enfin, en osant entreprendre, en innovant, même à petite échelle. Chaque micro-entreprise, chaque initiative communautaire, chaque projet social est une brique dans l'édifice de la souveraineté. Face à cette nouvelle ère, la question s'adresse à chacun. Quel rôle allons-nous choisir? Serons-nous ceux qui façonnent l'avenir ou ceux qui le subissent? L'exemple du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré éclaire cette dynamique. Là-bas, la souveraineté n'est plus un slogan, mais un acte quotidien et un choix collectif. Prenons l'histoire de Mariam, une jeune enseignante de Ouagadougou. Lassée de voir ses élèves dépendre de manuels venus d'Europe, elle a réuni d'autres professeurs pour écrire des livres adaptés à la culture et à la réalité burkinabé. Grâce à un financement local, ils ont distribué ces ouvrages dans plus de 50 écoles rurales. Les résultats sont frappants. Les enfants, identifiant enfin des héros qui leur ressemblent, reprennent confiance et curiosité. L'Afrique n'attend plus son heure. Elle se dresse, résolue, devant le monde entier, portée par une volonté qui ne réclame plus la reconnaissance. Elle l'impose. Trop longtemps, la légitimité des nations africaines s'est jouée dans des capitales étrangères, dictées par d'autres mains que les leurs. Mais aujourd'hui, ce modèle vacille. L'ascension d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso dépasse le cadre national. Elle symbolise une cassure radicale dans la façon dont la souveraineté s'écrit au XXIe siècle. La question n'est plus de choisir entre démocratie et autocratie, mais d'exiger une démocratie vraiment souveraine. L'Afrique, en reprenant la parole, expose l'obsolescence d'un modèle occidental qui, trop longtemps, a tracé ses frontières et imposé ses chefs. La cérémonie où 10 nations ont affirmé leur soutien à Traoré n'était pas un jeu de protocole. Chaque signature fut une déclaration. L'Afrique s'appartient à elle-même. Ce geste, loin d'être tourné contre quiconque, trace une voie nouvelle. Il fonde un récit où le continent redevient maître de son histoire. Derrière ce sursaut de souveraineté se cachent des enjeux profonds. Pour chaque Africain, il s'agit de reprendre la main sur ses ressources, son temps, son image. Pour le reste du monde, l'ordre établi vacille. L'Afrique n'est plus spectatrice, mais actrice, capable de dicter ses priorités et d'exiger le respect dû à tout peuple adulte. Mais ce chemin est semé d'incertitudes. Les marchés s'ajustent, les investisseurs doutent, les chancelleries s'interrogent. Pourtant, l'essentiel n'est plus économique. Il est humain. Qui, demain, aura la lucidité de reconnaître une Afrique qui s'invente elle-même, sans attendre la validation extérieure? Nous sommes témoins d'un instant charnière. L'histoire se joue devant nous, et le vrai choix n'est plus d'applaudir ou de condamner, mais de comprendre. La légitimité se redéfinit, la possibilité d'un nouvel équilibre émerge. Le destin du Burkina Faso n'appartient plus aux capitaux étrangers,
ni aux analystes occidentaux, ni aux grandes institutions. Il appartient à ceux qui vivent, bâtissent et rêvent sur cette terre. L'Afrique ne lance plus de signaux faibles, elle trace sa propre route. Voilà le défi de notre temps. La souveraineté n'est plus un privilège concédé, mais un droit repris. Cette rupture interpelle chaque citoyen du monde. Elle questionne notre conception de la justice, de la dignité et de l'équilibre global de demain. Pour conclure, la question que nous avons posée en ouverture n'est plus simplement rhétorique. L'Afrique ne doit plus demander la permission pour s'affirmer. Elle doit, et peut, s'imposer, non par défi, mais par la force tranquille de sa légitimité retrouvée. À chacun, désormais, de prendre part à cette renaissance, de choisir d'être acteur ou spectateur. Le futur de la souveraineté africaine s'écrit aujourd'hui, dans chaque acte, chaque décision, chaque